Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la 9e branche de la carte mentale sur la physiologie digestive qui concerne l'intestin grêle. Voici la carte mentale en question. Nous nous intéressons donc à l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est donc une portion du tube digestif qui se situe entre l'estomac et le gros intestin, plus exactement entre le sphincter pylorique et la valve iléo-cécale. L'iléon étant la dernière portion de l'intestin grêle et le cécum la première portion du gros intestin, d'où le nom de cette valve. L'intestin grêle se trouve dans la cavité abdominale. Pour ce qui est de ses mensurations, son diamètre est environ de 2,5 cm. Pour ce qui est de sa longueur, il fait à peu près 3 mètres chez une personne vivante. Il est plus long chez une personne morte, à peu près 6 mètres, puisqu'on perd dans ce cas-là la tonicité de l'intestin grêle. Il est constitué de 3 segments. Le premier, c'est le duodénum, qui fait à peu près 25 cm de long. Un duodénum, ça veut dire 12, en fait, c'est 12 plats de doigts. Le segment suivant, c'est le jéjunum. Et le dernier segment, c'est l'iléon, qu'on appelle aussi iléum. Le jéjunum, c'est à peu près 2/3 de la longueur de l'intestin grêle. L'iléon, c'est le tiers de la longueur, en enlevant bien sûr le duodénum. Pour ce qui est de la paroi de l'intestin grêle, on retrouve les 4 couches classiques, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse. Pour ce qui est de la muqueuse, celle-ci est constituée des 3 couches classiques, l'épithélium, le chorion, la muscularis mucosa. L'épithélium a un aspect simple, une seule assise cellulaire, avec des villosités et des cryptes. C'est-à-dire que si on imagine une ligne de base à cet épithélium, eh bien on va avoir des élévations qui sont les villosités et des renfoncements qui sont les cryptes. Au fond de ces cryptes, on distingue ce que l'on appelle les glandes intestinales qui produisent le suc intestinal. Le suc intestinal, c'est à peu près 1 à 2 litres chaque jour que nous produisons. Et son pH varie selon les auteurs entre 7 et 7,4, 7,6 et 8. Donc on a un pH de toute façon qui est soit neutre, soit en tout cas légèrement basique. Pour ce qui est de sa composition, le suc intestinal contient de l'eau, du mucus, des ions, mais il ne contient pas d'enzymes. Quelles sont les cellules que l'on trouve au niveau de cet épithélium? Eh bien, on trouve plusieurs types de cellules, des cellules absorbantes qu'on appelle les entérocytes. Au niveau de leur membrane apicale, la membrane plasmique apicale des entérocytes, c'est-à-dire la membrane qui est en contact avec la lumière du tube digestif, eh bien cette membrane va présenter de nombreux replis. Tous ces replis forment ce que l'on appelle les microvillosités. Et collectivement, les microvillosités de l'intestin grêle forment ce que l'on appelle la bordure en brosse. D'autre part, au niveau de la membrane plasmique apicale de ces entérocytes, on trouve des enzymes qui sont insérées dans cette membrane et qui vont pouvoir attaquer différentes substances, qui vont pouvoir digérer les glucides, les transformer en différents nutriments. Parmi ces enzymes, on a donc les alpha-dextrinases, des maltases, des sucrases ou saccharase et des lactases. On a des enzymes qui vont pouvoir attaquer les protéines et là aussi les transformer en différents nutriments. Parmi ces protéines, on trouve les aminopeptidases et les dipeptidases, et qui sont donc les enzymes qui digèrent les protéines. Et puis on trouve des enzymes qui vont pouvoir attaquer les nucléotides, qui sont les nucléosidases et les nucléotides phosphatases. Donc toutes ces enzymes, on l'a dit, elles sont insérées sur la membrane plasmique des entérocytes. Mais ces entérocytes vont régulièrement desquamer, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement perpétuel des entérocytes qui sont libérés quand ils sont en phase d'être justement détruits. Ils sont libérés dans la lumière du tube digestif, ils desquament. À ce moment-là, quand les cellules absorbantes desquament, eh bien, les enzymes vont se retrouver libérées dans la lumière de l'intestin grêle. Autre type de cellules que l'on trouve au niveau de l'épithélium, à côté des entérocytes, donc des cellules absorbantes, on trouve des cellules à mucus ou cellules calciformes, on trouve des cellules immunitaires, on trouve des cellules entéroendocrines qui produisent donc des hormones. J'évoque ici 2 types de cellules entéroendocrines, les cellules S qui produisent la sécrétine, les cellules CCK qui produisent la cholécystokinine. Mais il y en a encore d'autres. Et on trouve bien sûr aussi des cellules intermédiaires et matures, puisqu'il y a un renouvellement constant, on l'a dit, de cet épithélium. On trouve ensuite, au niveau de cette muqueuse, après l'épithélium, le chorion, dans lequel le malte est relativement développé, puis on trouve la muscularis mucosa.
On quitte la muqueuse, on trouve la sous-muqueuse, puis la musculeuse avec une couche musculaire interne qui est circulaire et une couche musculaire externe qui est longitudinale. Et puis au-delà de la musculeuse, on trouve la séreuse qui est le feuille viscéral du péritoine. Concernant la surface de l'intestin grêle, sa surface est relativement importante du fait de nombreux replis qui sont présents. On trouve des replis qui sont visibles à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle les plis circulaires, ils font à peu près 1 cm et ils engagent toute la paroi du tube digestif. On trouve d'autres replis qui, eux, sont beaucoup plus petits, ils font entre 0,5 et 1 mm, et ils vont engager seulement l'épithélium et le chorion de l'intestin grêle. Et on va trouver au niveau de ces villosités, que nous avons d'ailleurs déjà évoquées, des capillaires sanguins et un vaisseau chylifère sur lesquels nous reviendrons. Puis on a d'autres replis que nous avons aussi évoqués. Il s'agit des microvillosités qui sont microscopiques puisqu'elles font à peu près 1 micromètre. Elles engagent uniquement la membrane plasmique apicale des entérocytes, c'est-à-dire des cellules absorbantes, et l'ensemble de ces microvillosités constitue ce qui est classiquement appelé la bordure en brosse. L'intestin grêle va avoir une activité dans la digestion. L'intestin grêle réalise la digestion mécanique. Comment? Grâce à différents types de mouvements, des mouvements de segmentation qui vont réaliser un malaxage local, mais également des mouvements de péristaltisme qui sont des mouvements qui vont donc pousser le chyme vers le gros intestin. D'autre part, l'intestin grêle contribue à une digestion chimique des différentes molécules du vivant, digestion chimique des glucides, des protéines, des lipides, des acides nucléiques. Concernant la digestion chimique des glucides, elle est réalisée donc par l'amylase pancréatique qui découpe l'amidon. Elle découpe l'amidon en alpha-dextrine, en maltotriose et en maltose. D'autre part, la digestion chimique des glucides est aussi réalisée par des enzymes qu'on appelle des osidases ou glucidases, qui sont situées au niveau de la bordure en brosse, qui sont donc les alpha-dextrinases, qui vont découper les alpha-dextrines en maltotriose et maltose. Alors, les alpha-dextrines, ce sont des assemblages de glucose présentant des liaisons particulières. Donc les alpha-dextrinases vont découper ces liaisons et on se retrouve avec des maltotrioses et des maltoses qui sont des assemblages de 3 ou 2 glucoses. Les maltases vont justement découper le maltose, mais aussi le maltotriose, en glucose. Donc les glucoses sont alors détachés. On trouve des sucrases ou saccharase qui vont découper le sucrose, c'est-à-dire le sucre de table ou le saccharose, en ces deux constituants qui sont le glucose et le fructose. Et puis il y a des lactases qui découpent le lactose en glucose et galactose. Les lactases peuvent manquer chez certaines personnes qui sont dites intolérantes au lactose, ce qui engendre des soucis puisqu'à ce moment-là, le lactose n'est pas découpé, ça veut dire que le glucose et le galactose ne sont pas libérés, ne peuvent pas être absorbé. Le lactose reste dans la lumière du tube digestif, va arriver dans le gros intestin où les différents micro-organismes qui sont présents vont l'utiliser, ce qui peut entraîner des flatulences, de la diarrhée ou autre. Donc au final, l'action de toutes ces enzymes va permettre de produire des nutriments qui sont les monosaccharides, qui sont les éléments qui vont pouvoir être absorbés par les entérocytes et donc qui vont pouvoir entrer dans le milieu intérieur. La digestion chimique intéresse aussi les protéines. Il y a effectivement tout un tas de protéases qui vont être présentes au niveau de l'intestin grêle. Tout d'abord, les protéases pancréatiques qui vont découper donc les protéines. Parmi ces protéases pancréatiques, on peut évoquer la trypsine, la chymotrypsine, également l'élastase, la carboxypeptidase. Et il y a également des protéases qui sont situées au niveau de la bordure en brosse, qui sont les aminopeptidases et les dipeptidases. Donc toutes ces protéases pancréatiques et celles de la bordure en brosse vont découper les protéines et vont produire des nutriments. Les nutriments, ce sont les constituants des protéines, c'est-à-dire les acides aminés, mais ça peut être aussi des petits regroupements de 2 ou 3 acides aminés, c'est-à-dire des dipeptides et des tripeptides. Et donc ces nutriments, les acides aminés, dipeptides et tripeptides, sont les éléments qui vont pouvoir être absorbés par les entérocytes de l'intestin grêle. Concernant la digestion chimique, elle intéresse aussi les lipides. La digestion des lipides va se faire par la lipase pancréatique qui va découper les triacylglycérols. Mais elle a besoin pour le faire d'être aidée par la bile. La bile, on l'a déjà dit, ne contient pas d'enzymes, mais elle contient des sels biliaires.
donc la bile ne contient pas d'enzymes. Les sels biliaires ne sont donc pas des enzymes, mais ce sont des substances amphiphiles qui vont contribuer à l'émulsification des lipides, c'est-à-dire à disperser les lipides en petites gouttelettes. Ils empêchent donc les lipides de s'agglomérer en grandes flaques et vont les disperser en petites gouttelettes. Les lipides sont donc mieux exposés aux enzymes et vont pouvoir être digérés. Les nutriments qui sont produits suite à la digestion de ces lipides sont les acides gras à chaîne courte, des acides gras à chaîne longue et des monoacylglycérols. Concernant la digestion chimique de l'intestin grêle, elle va également cibler les acides nucléiques. On trouve dans le suc pancréatique des nucléases pancréatiques qui sont la ribonucléase qui découpe l'ARN en ces nucléotides et la désoxyribonucléase qui découpe l'ADN en ces nucléotides. On trouve également des enzymes de la bordure ambrose qui vont pouvoir découper les nucléotides. On a des nucléosidases qui vont séparer l'ensemble sucre-phosphate, un nucléotide étant constitué d'un sucre, d'une base et d'un phosphate. Donc les nucléosidases vont séparer le sucre de la base. Et les nucléotides phosphatases, elles, vont séparer le phosphate du sucre. Donc les nutriments qui sont produits suite à la digestion au final des nucléotides sont des phosphates, des sucres et des bases. Intéressons-nous à présent à l'absorption qui a lieu au niveau de l'intestin grêle. Plus de 90% de l'absorption qui a lieu dans le tube digestif se fait au niveau de l'intestin grêle. Une petite part de l'absorption va se faire au niveau de l'estomac. On a évoqué cette absorption qui intéresse par exemple l'éthanol, différents médicaments. Et le reste de l'absorption va se faire au niveau du gros intestin. Qu'est-ce que c'est que l'absorption? L'absorption, ça désigne le fait que les nutriments, c'est-à-dire les éléments suffisamment petits qui ont été produits finalement par la digestion, ces éléments suffisamment petits vont pouvoir être absorbés. Donc c'est le déplacement de ces nutriments, ces éléments petits, de la lumière du tube digestif vers le milieu intérieur, c'est-à-dire vers le sang ou la lymphe. L'absorption va impliquer un certain nombre de mécanismes qui vont permettre aux nutriments de traverser les cellules absorbantes, c'est-à-dire que les nutriments vont devoir traverser à la fois la membrane apicale des cellules absorbantes, mais également la membrane basale des cellules absorbantes, au niveau desquelles on n'a pas forcément les mêmes transporteurs. On va avoir la plupart du temps des mécanismes différents qui vont avoir lieu au niveau de ces deux membranes. Pour ce qui est justement de ces mécanismes de traversée de membrane, on distingue les mécanismes classiques, des mécanismes d'osmose qui intéressent l'eau, un transport passif qui peut se faire. Parmi les transports passifs existe la diffusion simple qui est un déplacement passif, c'est-à-dire une traversée d'une membrane sans canal. Les substances traversent directement la membrane plasmique. Et la diffusion facilitée, c'est une traversée de la membrane plasmique qui va se faire grâce à un canal. Mais qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, on est sur des transports passifs, c'est-à-dire des transports qui vont se faire selon les gradients de concentration. Il n'y a donc pas de consommation d'énergie. Il peut aussi y avoir un transport actif qui se fait contre les gradients de concentration dans ce cas et qui entraîne la consommation d'énergie. Dans ce cas-là, c'est toujours avec un canal. Intéressons-nous à l'absorption des monosaccharides pour commencer. Soulignons déjà que les monosaccharides proviennent des glucides, mais tous les glucides ingérés ne sont pas digérés. Les glucides qui ne sont pas digérés ne sont pas absorbés. C'est le cas de la cellulose, de la pectine, de la lénine, de l'hémicellulose, tout un tas en fait de substances qu'on retrouve dans les végétaux et qui constituent ce qu'on appelle les fibres alimentaires ou parfois les fibres tout court. Donc ces glucides-là ne sont pas absorbés, néanmoins ils ont quand même un rôle, on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. Concernant ces monosaccharides, donc ils proviennent finalement uniquement des glucides qui ont été digérés. Et ces monosaccharides, donc ils vont être absorbés, ils vont au final entrer dans les capillaires sanguins, ce qui se fait après la traversée des cellules absorbantes, c'est-à-dire après la traversée de la membrane apicale et de la membrane basale des cellules absorbantes, c'est-à-dire des entérocytes. Concernant l'absorption des acides aminés, des dipeptides et des tripeptides, les acides aminés, et donc aussi les dipeptides, tripeptides, proviennent des aliments qui ont été ingérés, mais également des sucs digestifs. Il ne faut pas oublier que ce sont des litres et des litres de sucs digestifs qui sont libérés dans la lumière du tube digestif. Dans ces sucs digestifs, il y a notamment des protéines. Et bien ces protéines vont être digérées, elles aussi, au final, et leurs acides aminés vont être réutilisés par le corps.
Donc ces acides aminés sont absorbés et ils vont au final entrer dans les capillaires sanguins, ce qui se fait après la traversée de la membrane apicale et de la membrane basale des cellules absorbantes. Nous pouvons en profiter pour faire une remarque concernant une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque, qui est une intolérance au gluten. La gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans le blé, mais également dans d'autres céréales. Et le problème, c'est que ce gluten peut pénétrer dans la paroi du tube digestif, où il va provoquer une réaction auto-immune qui va entraîner une destruction des villosités. Et avec la destruction des villosités, on perd en surface au niveau de l'intestin grêle et ça va donner lieu à des malabsorptions. Donc dans ce cas-là, les personnes doivent suivre un régime strict sans gluten. Concernant l'absorption à présent des lipides, on va d'abord évoquer l'absorption des acides gras à chaîne courte. Les acides gras à chaîne courte sont absorbés de façon assez classique. Ils vont entrer dans les capillaires sanguins après avoir traversé la membrane apicale et la membrane basale des cellules absorbantes. En revanche, les monoacylglycérols et les acides gras à chaîne longue, mais aussi d'autres lipides, comme par exemple les vitamines liposolubles A, D, E, K, eh bien, ces substances-là vont emprunter un chemin un peu particulier. Donc ces substances vont être absorbées, mais contrairement à tout ce qu'on vient de dire jusque-là, elles ne vont pas entrer dans les capillaires sanguins. Elles vont entrer dans des vaisseaux situés au niveau des villosités, qui sont les vaisseaux chylifères, qui contiennent de la lymphe. Le processus va être le suivant. En fait, au niveau de la lumière du tube digestif, on va voir que les lipides ont tendance à s'amasser ensemble. On l'a déjà dit, les lipides, ces grandes flaques de lipides vont être cassées en petits agrégats par les sels biliaires qui sont amphiphiles. Et les sels biliaires vont contribuer à la formation de ce qu'on appelle les micelles. Les micelles, ce sont des petites sphères de 2 à 10 nanomètres qui vont renfermer en leur cœur les lipides. Donc elles vont emprisonner en fait les lipides en se plaçant tout autour. C'est-à-dire que les sels biliaires forment une couronne, c'est la couronne des micelles. Et ces micelles vont ensuite venir s'accoler au niveau de la bordure en brosse. Là, les sels biliaires vont, d'une certaine façon, ouvrir le limicelle, c'est-à-dire laisser s'échapper le cœur lipidique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les lipides vont diffuser à l'intérieur des cellules absorbantes. Que se passe-t-il ensuite dans les cellules absorbantes? Eh bien là, on va voir que les triacylglycérols vont se reformer. Donc on avait des monoacylglycérols, des acides gras à chaîne longue, ils vont se reconstituer, on retrouve des triacylglycérols. Et ils vont être pris en charge, avec aussi d'autres lipides qui sont présents, par des protéines qui vont constituer des kilomicrons. Les kilomicrons, ce sont à nouveau des sphères plus grosses que les micelles, qui font à peu près 80 nanomètres de diamètre, et qui ont toujours en leur centre les lipides et qui sont constitués par une couronne de protéines, des protéines qui sont amphiphiles. Donc ces kilomicrons vont quitter les cellules absorbantes et ces kilomicrons vont entrer dans les vaisseaux chylifères, vont se retrouver donc dans la lymphe. Ces kilomicrons vont circuler dans la lymphe et vont au final rejoindre le sang. Comment? Eh bien parce que les différents conduits lymphatiques vont finir par se rencontrer les uns les autres et constituer au final le conduit thoracique gauche qui va venir s'aboucher au niveau de la veine subclavière gauche, donc c'est au niveau de l'épaule gauche. Et c'est à cet endroit-là que la lymphe rejoint le sang. C'est à cet endroit-là que les kilomicrons vont rejoindre donc le sang. Ils vont donc être emportés par le flux sanguin, vont circuler dans le sang. À un moment donné, ils vont arriver au niveau des capillaires sanguins situés au niveau du foie et du tissu adipeux. Et là, ils vont pouvoir entrer dans les hépatocytes et dans les adipocytes. Alors, on a vu que les triacylglycérols sont digérés, puis ils se reconstituent. Et bien là, ils vont à nouveau être dégradés, ces triacylglycérols, par une enzyme située au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, la lipoprotéine lipase des cellules endothéliales. Mais une fois qu'ils entrent dans les hépatocytes et les adipocytes, ils vont à nouveau être refabriqués sous forme de triacylglycérols. Ajoutons une remarque concernant le recyclage des sels biliaires qui entrent dans ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. Donc les sels biliaires, nous l'avons dit, ils sont fabriqués par le foie et ils vont être déversés finalement par le foie et la vésicule biliaire dans le duodénum. Le duodénum qui est le premier segment de l'intestin grêle. Une fois qu'ils sont donc dans cet intestin grêle, les sels biliaires ne vont avoir de cesse que de former des micelles. En fait, on peut voir les sels biliaires comme étant des sortes de transporteurs qui vont avoir pour fonction de capturer les lipides dans la lumière du tube digestif,
puis de les guider vers la bordure en brosse. Là, ils vont les libérer et vont leur permettre d'être absorbés par les entérocytes. Et les sels biliaires sont du coup à nouveau libres dans la lumière du tube digestif. Dès qu'ils sont libérés, ils vont aller récupérer à nouveau des lipides, former de nouveaux micelles et le phénomène se répète. Donc on peut dire que ces sels biliaires ne cessent de faire la navette entre la lumière du tube digestif et la bordure en brosse. Ces sels biliaires, ils vont effectuer ces allers-retours entre la lumière et la bordure en brosse sur toute la longueur de l'intestin grêle. Mais une fois qu'ils arrivent au niveau de l'iléon, eux-mêmes vont être absorbés. Ils vont à ce moment-là entrer dans les capillaires sanguins, donc après traverser des membranes apicales et basales des cellules absorbantes. Et une fois qu'ils sont dans les capillaires sanguins, ils vont circuler, être emmenés par le flux sanguin, ils vont circuler jusqu'au niveau du foie. Et une fois qu'ils sont au niveau du foie, eh bien le foie va récupérer les sels biliaires et va les recycler pour produire à nouveau de la bile. Alors cependant, tous les sels biliaires ne sont pas récupérés. Il y a une partie des sels biliaires qui n'est donc pas absorbée et qui va rester dans la lumière du tube digestif et qui va se retrouver finalement dans les selles et être évacuée du corps. En fait, on sait que plus le régime est riche en fibres, et bien plus les sels biliaires vont avoir tendance à être évacués dans les selles. Ils vont avoir tendance à rester dans la lumière du tube digestif et être évacués dans les selles. Et plus les sels biliaires sont évacués dans les selles, plus le foie va être contraint à fabriquer de nouveaux sels biliaires, forcément, puisqu'il ne peut pas récupérer les anciens. Et comme il fabrique les sels biliaires à partir de cholestérol, eh bien, c'est un mécanisme qui va permettre de réguler, qui va contribuer en tout cas à la régulation du taux de cholestérol. Intéressons-nous maintenant à l'absorption non plus des lipides, mais des vitamines. Donc, j'ai juste fait une petite modification. J'ai vu qu'il y avait une erreur sur la carte. On s'intéresse maintenant donc à l'absorption non plus des lipides, mais des vitamines hydrosolubles, les vitamines B et C. Les vitamines B et C vont être absorbées. Elles entrent donc dans les capillaires sanguins, ce qui se fait après traverser des membranes apicales et basales des cellules absorbantes. Donc, rien que des choses assez classiques. Ajoutons cependant une remarque concernant la vitamine B12. La vitamine B12, pour pouvoir être absorbée, elle a besoin de se combiner avec un élément qui s'appelle le facteur intrinsèque qui est produit par l'estomac, plus exactement par les cellules pariétales de l'estomac. Donc la B12 va se combiner avec ce facteur intrinsèque et elle va être absorbée, ce qui va se faire au niveau de l'iléon, l'iléon étant le segment qui est qui va essentiellement s'occuper des absorptions un peu spécifiques. J'ajoute cette remarque qui est que la vitamine B12, elle est présente uniquement dans les produits animaux. Donc si on a un régime sans produits animaux, donc un régime végétalien, il est indispensable de compléter en vitamine B12 sous peine de voir apparaître des carences. Concernant l'absorption à présent des ions, les ions proviennent des aliments qui sont ingérés, également des sucs digestifs. Et donc les ions vont être absorbés, ils vont entrer dans les capillaires sanguins, ce qui va se faire après traverser des membranes apicales et basales des cellules absorbantes. Ajoutons une remarque concernant l'absorption du calcium, qui va se faire avec un transporteur situé au niveau de l'intestin qui va être stimulé par le calcitriol étant la forme active de la vitamine D. Concernant l'absorption de l'eau, l'eau provient de l'ingestion, également des sucs digestifs. Elle va être absorbée par osmose et elle va entrer dans les capillaires sanguins. Toujours la même chose, après traverser de la membrane apicale et de la membrane basale des cellules absorbantes. C'est plus de 90% de l'eau qui va être ingérée au niveau de l'intestin grêle. Le reste de l'eau sera absorbée au niveau du gros intestin. Dernière remarque concernant l'absorption de l'éthanol, c'est l'alcool présent dans les boissons alcoolisées. L'éthanol va être absorbé de façon assez lente au niveau de l'estomac. Alors globalement, s'il n'y a pas eu de prise de repas ou si le repas est léger, l'éthanol va rester assez peu dans l'estomac. Il va entrer dans l'intestin grêle où l'absorption va être rapide. En revanche, si le repas est gras, eh bien l'éthanol va rester plus longtemps dans l'estomac
Et à ce moment-là, au niveau de l'estomac, il y a des enzymes qui vont pouvoir transformer l'éthanol en des substances moins enivrantes, par contre toxiques pour le corps. Mais du coup, l'estomac va retenir avec le repas gras davantage l'éthanol qui va arriver plus lentement dans l'intestin grêle où l'absorption est rapide. Avec ce dernier point, nous terminons la présentation de cette carte qui concerne l'intestin grêle et je vous dis à bientôt pour la prochaine carte.